Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo partie 7 et il y en a eu pour tous les goûts dans ces 22 pages. Un peu de Megumi, un peu de Yuji et d'Iguruma, un peu Kenjaku, mais c'était plutôt dense en termes d'informations et on en parle tout de suite. Alors, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais cette semaine. Akutami nous a encore pris à contre-pied. On en parlera dans la seconde partie, puisque, comme d'habitude, on va commencer avec un petit récapitulatif des événements. Le chapitre s'ouvre sur Yuji et Iguruma assis face à face pour ce que je pensais être un dialogue intense, mais il n'en est rien, puisque Iguruma va droit au but en demandant à Kogane, d'ailleurs son Kogane a une petite moustache, c'est très mignon, le fait d'ajouter donc la fameuse règle qui permet aux joueurs de s'échanger les points, et il en profite au passage pour en donner un à Yuji qui lui permet d'être protégé de la règle 8 de la track, qui prive de sa technique le joueur qui reste 19 jours sans avoir accumulé de points. Ce qu'on peut trouver étrange, puisque Yuji ne possède pas de technique occulte, tout du moins pas encore, mais dans son cas, ça se traduirait sûrement par la privation de son énergie occulte, comme pendant son combat contre Judgment. Iguruma décide ensuite que c'est le moment pour lui de s'éclipser, Yuji lui demande une ultime fois son aide, mais l'avocat décide de continuer seul et d'essayer d'être utile avant de se rendre à la justice, une fois que la barrière sera levée, et on en a a priori fini pour cet arc dans l'arc entre Yuji et Iguruma. On retrouve ensuite Megumi face à Lazy qui semble moins hostile que ce qu'on avait pu imaginer les dernières fois qu'on l'avait vu, puisqu'après avoir jaugé la force de Fujigoro, il lui propose de devenir son allié, et avant de lui donner une réponse, on a le droit à un petit jeu de bluff entre les deux, puisque chacun essaye de savoir ce que l'autre sait. Megumi de son côté cache délibérément des informations, notamment celles sur Tengen, mais Lazy lui joue carte sur table et semble en savoir bien plus que ce qu'on ne l'aurait pensé. Il a même son propre avis sur le plan de Kenjaku qui selon lui irait bien au-delà du simple éveil de la population japonaise. Ce qui permet de faire une transition rapide sur Kenjaku, parti visiblement en meeting en Chine pour négocier avec des hommes en costume, on ne sait quoi, ça on le verra plus tard. Selon Lazy, une fois que la track aura fait le ménage en se débarrassant des plus faibles, Kenjaku lâchera, je cite, une bombe sur les plus forts. On spéculera plus tard pour justement essayer de savoir ce que pourrait être cette fameuse bombe. Sans surprise, le combat s'engage pour Megumi, puisque Lazy refuse de lui donner ses 100 points. Il se débarrasse assez facilement de son premier adversaire avec Nue, pendant qu'il envoie son chien de jade directement sur Lazy, et le chapitre se termine avec une mise en garde de ce dernier et un énigmatique globe oculaire qui tombe à hauteur de Fujigoro avant d'exploser. Un résumé un peu pas plus long mais plus dense cette semaine à l'image du chapitre. On va pas avoir des masses de biais d'analyse parce qu'on était pas mal dans l'exposition et la récapitulation de certains faits et finalement c'était plutôt une sorte de chapitre transition pour rejoindre l'histoire principale après avoir passé genre 4 chapitres quasi exclusivement avec Yuji et Iguruma. On va faire cette analyse de façon très scolaire, on va faire strate par strate, Yuji et Iguruma d'abord, Megumi ensuite et Kenjaku pour finir avec quelques spéculations encore une fois, puisqu'à ce stade, on n'a pas vraiment assez d'infos pour mettre au point des vraies théories. Yuji et Iguruma tout d'abord, je dois avouer que je suis un peu triste parce qu'on n'a pas eu le dialogue hyper intense auquel je m'attendais, c'est ce que je disais sur Twitter. D'ailleurs, je pose en barre d'infos mon nom d'utilisateur, je réagis toutes les semaines au chapitre de Jujutsu évidemment, Blue Lock, Keiju numéro 8 quand je suis pas à la bourse sur ma lecture, et puis d'autres trucs en rapport avec le manga plus généralement. Donc si vous voulez échanger là-bas, c'est peut-être plus simple, on peut se suivre ou pas comme d'habitude, vous faites comme vous voulez, moi je fais jamais la forceuse. Donc pour en revenir à ce que je disais, je m'attendais à un dialogue type père-fils un peu intense, on en était un peu loin, et ça me laisse un petit goût amer dans la bouche, cette conclusion d'arc, si on peut dire entre les deux, de façon extrêmement égoïste, parce qu'encore une fois, c'était très bien fait. Écoutez, j'aurais peut-être droit à ce moment-là une prochaine fois. On va quand même parler de l'impact que ça a pu avoir sur Yuji, qui, au-delà d'avoir réussi sa mission de lui faire ajouter une règle, peut quand même en ressortir quelque chose pour son évolution personnelle, même si on n'a pas eu le droit, encore une fois, comme je disais, au grand discours. Iguruma nous dit qu'il va être utile avant de se rendre à la justice quand la barrière magique sera levée. Comment ça peut s'appliquer à Yuji ? Ça peut lui faire comprendre que, tout simplement dans cette histoire, et ça d'ailleurs, ça peut se transposer plus généralement dans la vraie vie des non-exorcistes, tout le monde a quelque chose à se reprocher. Des choses qu'on a fait dont on n'est pas forcément hyper fier, des traumas qui sont plus ou moins présents dans nos vies. Et là, ce qu'Iguruma cherche à lui faire comprendre, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, c'est qu'il faut essayer du mieux possible de vivre avec ça et surtout de continuer d'avancer. Et c'est d'ailleurs, si on veut partir dans la suranalyse, c'est métaphoriquement totalement ce qu'il fait en ne restant justement pas immobile sur sa chaise et en faisant le choix d'aller vers le mouvement et d'ouvrir cette porte avec tout ce que ça peut contenir comme symbolique.
Quel avenir pour Higuruma maintenant qu'a priori, il a rempli sa mission dans le récit et surtout rempli sa mission dans l'évolution de Yuji? Est-ce qu'on va le revoir? Je pense que oui, c'est plutôt très probable. Je mise sur le fait qu'il intervienne dans un combat futur pour sauver la mise de Yuji ou Megumi, vu qu'il a dit qu'il voulait se rendre utile. Donc on le reverra, c'est quasi sûr. Maintenant, soyons honnêtes, j'ai pas beaucoup d'espoir pour la fin de ce personnage, malheureusement. Comme je le disais les fois précédentes, son développement, donc celui d'Higuruma, ressemble énormément à celui de Nanami. Dans la personnalité, déjà, ils sont très similaires. Je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, ce côté très désabusé, triste même. Nanami a eu un rôle dans l'évolution de Yuji au moment de l'arc Junpei. Il a eu son moment pendant Shibuya avant que Maito fasse ce qu'il a fait. Et on se dirige, pour moi, vers le même type de destin. Je peux me tromper, hein, mais je le vois encore avoir son moment pendant cet arc avant de tirer sa révérence d'une manière ou d'une autre. Ce qui m'attriste déjà tellement, vraiment, j'aime ce perso, je le trouve tellement bien construit, encore une fois, si peu de temps. Et je sais qu'il plaît beaucoup au reste du fandom, donc ça sera sûrement une grande perte, à moins que, encore une fois, je me trompe. On passe du côté de Megumi que j'ai retrouvé avec un plaisir non dissimulé puisqu'on ne l'avait pas revu depuis un petit moment, hein, depuis le chapitre 162 par là, plus les hiatus entre-temps, hein, ça faisait long. On est sur un début d'arc à lui, je pense, sûrement pas en termes d'impact aussi important que celui de Yuji, mais quand même. Comme les fois précédentes, on voit qu'il n'hésite pas à se lancer dans le combat quand c'est nécessaire. Hein. Il se débarrasse, comme je le disais plus tôt dans le résumé, assez facilement de son premier adversaire en utilisant encore cette faculté de se déplacer dans les ombres. Tellement cool cette technique. On voit qu'il est de plus en plus à l'aise, et dites-moi si je me trompe, mais il m'a pas semblé le voir faire son signe de main pour invoquer Nuée. Alors, est-ce que Akutami a fait le choix de ne pas nous montrer, ou alors est-ce que c'est une nouvelle habilité qu'il aurait d'invoquer ses familiers sans signe de main? On le verra sûrement dans la suite du combat, mais ça pourrait être une marque d'évolution de sa technique. J'ai lu dans différentes réactions sur internet que les gens trouvaient qu'il ressemblait de plus en plus à Toji. Alors, moi j'adore Toji, hein, vraiment je l'adore, de façon absolument pas objective, hein, d'ailleurs il est dans mon top des personnages, et il est pas tout en bas, croyez-moi, mais je suis quand même pas tout à fait d'accord avec ça. Dans l'attitude, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il est hyper déter dans ses phases de combat et il est plutôt froid quand il parle. Et d'ailleurs, Akutami joue pas mal sur l'ambiguïté puisqu'il a fait quelques cases où on retrouve vraiment les expressions du visage de Toji chez Megumi. Donc ça, je veux bien et c'est totalement validé d'ailleurs. Mais quand même, malgré tout ça, ça reste un gentil. Je mets entre guillemets gentil, hein, parce que cette notion de gentil, méchant dans Jujutsu, c'est un peu complexe. Hein. Mais bref, on va dire qu'il est clément. Parce que pour prendre l'exemple de Rémi, il l'avait clairement menacé il y a de ça quelques chapitres. Bon, pas de mort directement, mais c'était ce que ça voulait dire. En tout cas, je l'avais interprété comme ça. Et puis finalement, après sa trahison, il lui dit juste qu'il veut plus la revoir. Et de même, contre Lazy, il cherche pas le combat à mort, il cherche d'abord à les convaincre. Donc il est pas impitoyable comme son père pouvait l'être en mission, par exemple, hein, dans le style je tue d'abord et je parle ensuite, même si effectivement, dans l'attitude, je suis d'accord, il y a de plus en plus de similitudes entre les deux. On va parler, avant de passer à Kenjaku, de cette dernière planche du combat Megumi Lazy, avec cet œil qui tombe du haut de l'immeuble avant d'exploser. Ça m'intrigue pas mal, j'en parlais justement dans ma réac sur Twitter hier. À qui est-il? À qui appartient-il? Pour Internet, majoritairement, il serait à Nuée. Pour être franche, je trouve ça bizarre, puisque là, il y a vraiment l'air d'être humain, et en plus à ce moment-là, Nuée est au sol avec le gars que Megumi a envoyé valdinguer plus tôt. Moi, ce que j'avais dit, c'était que, comme par hasard, dans la case suivant l'apparition de ce globe oculaire, on ne voit pas l'œil gauche du regard de Megumi, et dans la dernière case où il apparaît, il est juste montré de profil. Alors, je pense pas, j'espère pas tout du moins que ça sera ça. Je pense qu'Akutami a voulu un petit peu semer le trouble chez le lecteur, mais ça reste quand même hyper intriguant. Est-ce que c'est la technique de Lazy? Est-ce qu'il appartient à notre adversaire? Voilà, une interrogation de plus à ajouter à la déjà nombreuse liste de questions posées dans ce chapitre. Du côté de Kenjaku, eh bien, tout semble se dérouler selon son plan. Hein. Je vais faire une comparaison avec Bleach, ça faisait longtemps, mais on est sur un 20 sur 20 hein, sur l'échelle d'Aizen. Hein. Vraiment, ce perso est détente, puisque quand tout le monde est en train de se battre pour sa vie, lui part tranquillement faire des négociations avec des gouvernements étrangers, hein, ici le gouvernement chinois. Bon, je dis gouvernement, à ce stade on n'en sait rien, mais tout du moins des puissants du pays. Ce qui vient appuyer, confirmer les spéculations de Lazy sur le fait que les enjeux de la traque vont bien au-delà du simple éveil de la population. Justement, quand il parle de bombe, on n'est sûrement pas sur une bombe au sens littéral du terme, hein, même si je le rappelle que la Chine possède l'arme nucléaire. Ce serait drôle qu'Akutami prenne ce contre-pied, mais bon, j'y crois pas trop.
Souvenez-vous, au début du manga, Yuji, en étant habité par Sukuna, a été qualifié de bombe prête à exploser. Donc on est plutôt sur ce genre de métaphore à mon avis, ce qui prouve bien que Kenjaku a un rôle pour Sukuna depuis le début de cette histoire et que vraiment le fait que Yuji mange un doigt n'est pas du tout le fruit du hasard. Ça se confirme de plus en plus. J'ai remarqué un petit truc graphiquement sur Kenjaku, c'est sa cicatrice qui est légèrement différente qu'avant. Il y a encore pas si longtemps que ça, elle était complètement fermée avec la cicatrice en travers sur le front et les marques du fil pour maintenir tout ça. Et là, c'est comme si elle était légèrement réouverte, je sais pas, c'est très bizarre. Ou alors ça peut avoir un rapport avec sa technique. Est-ce qu'il compte changer de corps prochainement ou est-ce que c'est juste un choix artistique et j'imagine des trucs? C'est très possible aussi. Pour en conclure pour cette semaine, un chapitre de transition comme je disais au début, mais fait de façon plutôt intelligente puisque d'un côté on avance dans l'intrigue et de l'autre côté il s'en sert pour nous faire un petit récap des événements et des enjeux de cet arc. Ce qui permet à ceux qui sont un peu largués depuis quelques temps, parce que c'est vrai qu'il y a encore une fois des notions qui n'étaient pas évidentes à appréhender, de pouvoir raccrocher à l'histoire et pour les autres qui ont un peu plus suivi de dire bah voilà, là où on en est et ce vers quoi on va. Évidemment, comme d'habitude, très, très hypé par la suite, parce que ce qui se profile pour nous, alors pas tout de suite, hein, bien évidemment, ça se construit tout doucement, mais c'est qu'à un moment donné, on va voir la confrontation des deux plans, des deux antagonistes de ce manga. Parce qu'il y a quand même peu de chances pour que Kenjaku et Sukuna aient les mêmes objectifs. Et c'est drôle parce que je m'en suis rendu compte en relisant le chapitre ce matin, c'est que les héros, les gentils de cette histoire sont complètement des spectateurs ou des pions dans le plan des antagonistes. J'ai cette impression qu'ils courent en permanence après le temps et les événements, et pour prendre une métaphore un peu bancale mais quand même assez parlante, qu'ils écopent un paquebot avec une petite cuillère, quoi. Tellement Kenjaku, il est loin dans son plan et qu'il a 12 trains d'avance sur les autres. C'est ouf, ce personnage est ouf. J'en ai fini donc pour aujourd'hui. Pas mal de questions en suspens qui j'espère trouveront réponse dans les semaines qui viennent. On fait confiance à Kutami comme d'habitude. Prochain chapitre le 12 décembre sur Manga Plus et la review le lundi suivant dans la journée. En attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi. Lis Chainsaw Man parce que c'est vachement sympa. Ouais, j'ai décidé de vous faire des petites recos à la fin des reviews maintenant. Et moi je te dis à la prochaine.